Nous allons parler d'un sujet que je n'ai jamais encore abordé dans mon émission Le Grand Entretien, qui est le sujet des défibrillateurs, notamment dans différents secteurs, mais notamment dans les résidences-services seniors et dans les résidences autonomie. Nous allons parler avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est Thibault Antoine Paulet, qui est le président de Locaqueur. Bonjour. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter Locaqueur, et après on va parler du sujet de votre sujet, de votre secteur d'activité. Bien sûr, donc je suis Thibault-Antoine Paulet, président de Locaqueur. Locaqueur est une société qui est spécialisée sur les 3 premières minutes de l'urgence. On déploie des matériels qu'on entretient, on forme les utilisateurs de façon à ce que quand il y a une urgence très importante, eh bien, les secours puissent intervenir sur un lieu qui est déjà pré-traité. Parlons du défibrillateur puisque c'est le sujet aujourd'hui. Le taux de survie au-delà des 3 minutes baisse en dessous de 50%. Agir en moins de 3 minutes permettra d'augmenter grandement les chances de survie de la victime. Est-ce qu'on sait le nombre d'appareils installés en France et est-ce qu'il y en a assez? On estime aujourd'hui qu'il y a environ 500 000 défibrillateurs qui ont été déployés en France. Il y en avait à peu près 150 000 avant que la loi de 2019 qui oblige la plupart des établissements recevant du public à s'équiper ne soit votée. Est-ce que c'est suffisant? Je pense qu'il faut parler de répartition. La loi ERP a été extrêmement utile, mais elle n'a pas permis une couverture optimisée du territoire, mais simplement déployée dans les ERP. Vous avez des communes, pour prendre cet exemple, où il y a une concentration des ERP dans certains arrondissements ou parties de la ville. Et donc, les défibrillateurs sont là et ne sont pas forcément dans d'autres parties de la commune. J'ai vu un reportage sur une grande chaîne française récemment qui avait à peu près un tiers, parce qu'il y avait un nombre important de défibrillateurs qui étaient installés, mais qui ne fonctionnaient pas. On a un vrai problème de maintenance en France. Il y a un chiffre, le chiffre que vous citez, on a d'autres études qui parlent jusqu'à 60%. Nous, ce qu'on constate effectivement, c'est qu'il y a une très 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 grande confusion, y compris d'ailleurs auprès des professionnels, entre ce qu'est un entretien et ce qu'est une maintenance. Un entretien, il s'agit de vérifier si le défibrillateur est là, le voyant d'état, vérifier les dates de péremption des consommables. Une maintenance, c'est rentrer dans le défibrillateur, aller un peu regarder ce qui se passe dedans pour prévenir les éventuelles faiblesses, les éventuels défauts. Ce chiffre ne m'étonne pas du tout. Je me demande même s'il n'est pas sous-estimé. Par contre, il m'affole, ça c'est certain. Euh, vos bénéfices notamment, c'est le monitoring à distance de l'appareil. Donc en fait, si j'ai bien compris, vous validez à distance l'appareil s'il fonctionne bien. Et ensuite, après, c'est que vous accompagnez la personne qui peut porter secours avec un défibrillateur à une personne qui aurait une difficulté. Tout à fait. Nous sommes fabricants d'un module de télésurveillance et téléassistance. Donc, nous allons contrôler tous les jours le défibrillateur à distance. Nous allons contrôler tous les jours 88 composants et toutes les semaines, nous allons contrôler sa capacité de charge. Si on constate un défaut, on reçoit l'alerte et ce n'est pas le maire, le chef d'entreprise, le boulanger, le directeur de résidence qui doit gérer ça, c'est nous qui le gérons. Euh, Ce module permet aussi d'avoir accès à de la téléassistance pendant l'utilisation et donc de vous accompagner dans la prise en charge de la victime. C'est vrai que le défibrillateur va prendre lui-même la décision de choc. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'automatismes qui va vous donner des instructions, mais il ne faut pas sous-estimer l'impact du stress. C'est très difficile quand on n'est pas un professionnel de se dire, ben, la vie de cette personne est entre mes mains et j'ai une, deux, peut-être 3 minutes pour agir. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des tas de situations particulières. Nous, on pose souvent la question en formation, est-ce que vous défibrillez une femme enceinte? Est-ce que vous défibrillez une personne qui a une très grande plaie à l'endroit où vous souhaitez poser l'électrode? Est-ce que vous défibrillez une personne qui est sur une surface métallique ou une surface humide, sachant qu'évidemment, on parle d'un choc électrique, donc il y a probablement des risques de diffusion du choc électrique. Voilà, toutes ces décisions que vous pourriez être amené à prendre, eh bien, on vous aide grâce à la téléassistance pendant l'intervention. Par ailleurs, le module est géolocalisé, donc c'est nous qui allons contacter les pompiers. Vous n'allez pas avoir à gérer une victime avec votre téléphone portable à la main on va vous géolocaliser pour envoyer les pompiers très précisément là où vous êtes.
Quand vous parlez de téléassistance, d'être assisté à distance par une personne, comment ça se passe? Il y a un numéro de téléphone à appeler? Comment c'est géré? Toute la mécanique est automatisée, c'est-à-dire que le simple fait de saisir le défibrillateur et de le sortir de son support va automatiquement déclencher un appel. Et donc, une personne qui n'a jamais été exposée à notre matériel aura la sûrement très plaisante surprise d'entendre centre de secours. euh, comment peut-on vous aider? Par rapport aux résidences services seniors, si j'ai une résidence service senior, je sais pas, on va dire de 120 logements, il me faut combien d'appareils? Il me faut un, plusieurs, et combien? Ça va dépendre de la géométrie du bâtiment. Ce qu'on va favoriser, c'est l'accessibilité du défibrillateur en un temps minimal, et idéalement 1 minute pour aller chercher, 1 minute pour revenir, et après environ 1 minute pour défibriller la personne. Et là, si on reste dans ces 3 minutes, on va rester dans les 50% ou plus de chances de survie. Vous imaginez bien que si vous avez un bâtiment qui fait 7 étages, vous ne pourrez pas monter au septième, enfin, ou peut-être plutôt descendre du septième, aller chercher le défibrillateur à l'accueil et remonter tout ça en moins de 2 minutes. Sachant que, pour rappel, dans une situation d'urgence, on ne prend jamais l'ascenseur. Ça serait quand même dramatique que vous soyez bloqué dans l'ascenseur avec le seul défibrillateur de la résidence au moment où on en a besoin. Donc imaginez si vous deviez descendre 7 étages et remonter avec un défibrillateur, le tout à pied. Donc on va faire des études d'implantation, on va étudier la géométrie, donc l'architecture et les contraintes d'accès de votre bâtiment, de vos structures, et là on va faire une proposition de défibrillateur. De manière générale, on constate qu'on va en mettre un tous les 2 à 3 étages. Si on parle des résidences services autonomie et résidences services seniors, tout à l'heure on parlait d'un chiffre que certains appareils ne fonctionnaient pas. Est-ce que ça concerne également ces établissements, d'après vous? Euh, Notre plus gros client, qui est une résidence service senior, nous a appelé un jour, quand on a commencé avec eux, en nous disant, eh bien, écoutez, je constate que nos défibrillateurs sont très mal entretenus, donc j'ai besoin de travailler avec des professionnels, et ils ont voulu avoir un système, un monitoring à distance. Ils ne sont pas immunisés, parce qu'il ne faut pas se tromper, le métier d'une RSS ou le métier d'un EHPAD, ce sont des métiers qui sont très complexes, qui sont multiples. On doit faire de l'accueil, on doit faire du médical, on doit faire du commercial, on doit faire de l'entretien. Le défibrillateur, c'est un produit qu'on voit très peu, on va l'utiliser 1, 2, 3 fois par an. Euh, voilà, c'est difficile de l'intégrer dans des procédures de suivi régulières. Donc oui, malheureusement, il y a beaucoup de RSS aujourd'hui et d'EHPAD qui ont des défibrillateurs qui sont déficients et qui ne le savent peut-être pas. Tout à l'heure, vous disiez que la loi imposait d'avoir un défibrillateur quand on accueillait du public. Est-ce là, on parle beaucoup d'habitat inclusif, bon, je vais le dire, c'est pas le bon terme, des mini-résidences services seniors. C'est pas vraiment pas le bon terme, et pour qu'on comprenne, on va dire de moins de 20 personnes, des fois c'est même 8 personnes. Est-ce qu'un habitat inclusif de 8 personnes doit avoir ce système? Bien sûr, le coût de revient d'un défibrillateur de qualité, il y a des énormes différences de qualité, mais si vous voulez quelque chose de qualité, avec un monitoring, on va parler de allez, 70-80 euros par mois en moyenne de budget. Donc, dans votre exemple, vous êtes sur 10 euros par mois pour un appareil qui, il faut le rappeler, va vous permettre de lutter contre la première cause de mortalité dans les pays industrialisés. On ne parle pas de quelque chose d'accessoire, on parle de lutter contre la première cause de mortalité. Donc, après, chaque copropriété doit décider, chaque opérateur doit décider, est-ce que je mets 10 euros par mois et par logement, ou peut-être moins d'ailleurs, pour lutter contre cette fameuse première cause de mortalité? Imaginons que moi, je suis en train d'ouvrir une résidence service senior, j'échange avec vous. Comment ça va se passer? Donc, en fait, vous allez voir la structure, la forme, la structure de mon établissement. Vous allez me dire combien il faut en mettre, où est-ce qu'il faut en mettre. J'imagine qu'également, il y a le personnel à former. Mais est-ce qu'on va jusqu'à former certains résidents de la résidence, ou on forme que le personnel? Ça va aller jusqu'où, en fait, la formation? Alors, déjà, je vais me permettre de vous contredire parce qu'il n'y a pas d'obligation de formation, et ça, D'accord. c'est dramatique. Donc, on pousse évidemment à former au maximum, et on pousse effectivement à former les résidents parce que c'est peut-être le veilleur de nuit qui sera là tout seul ce soir-là, qui sera sauvé par un résident. C'est peut-être l'infirmière
qui, pendant qu'elle intervient, sera sauvée par de nouveau un résident. Donc voilà, on essaye de pousser. Et puis les résidents, ils vont dans les gares, ils vont dans les musées, ils vont dans les magasins, ils sont exposés à des défibrillateurs. Pourquoi ils ne seraient pas des aidants? Pourquoi ils ne seraient pas des gens qui agissent? Une fois de plus, on a 50 000 morts par an environ tous les ans en France d'arrêt cardiaque. Pour rappel, c'est le pire taux d'Europe, hein. On est à 8% de taux de survie. D'autres pays frontaliers sont à 30, 40, 45 pays, des pays frontaliers. On ne parle pas d'impossibilité. Euh, et une des raisons, c'est le taux de formation en France qui est très faible. Donc, toute initiative qui pousse à la formation au premier secours et à l'identification et au traitement de l'arrêt cardiaque, oui, on va pousser ça. On considère que c'est absolument nécessaire. D'ailleurs, dans nos contrats de défibrillateurs connectés, donc avec télésurveillance, téléassistance, géolocalisation, les formations sont systématiquement incluses. C'est-à-dire que ce n'est pas une option, on les inclut. Est-ce que l'usage d'un défibrillateur est différent sur un jeune que sur une personne âgée? Alors, la question, c'est comment vous définissez jeune. C'est-à-dire qu'effectivement, Un jeune, on va euh, dire moins de 20 ans, enfin, ou moins de 40 ans. On va dire moins de 40 ans et par rapport à quelqu'un qui a plus de 70 ans. non, ça va être absolument le même protocole, ça va être le même type de matériel, il n'y a aucune différence dans la prise en charge de l'une ou l'autre personne. Finalement, la prise en charge va plutôt se baser sur des morphologies un petit peu extrêmes. Par exemple, un enfant, un tout petit enfant, donc là, évidemment, on ne va pas utiliser le même matériel, un enfant de 3 ans qu'un adulte. On a des cas qui sont évidemment rarissimes. Par exemple, dans des graves blessures, on a dû, un de nos défibrillateurs a traité une personne qui avait un arrachement de membres de l'épaule. Évidemment qu'on le traite différemment à ce moment-là. Ça peut être aussi des gens qui ont des handicaps lourds, qui ont des morphologies atypiques, où là, on va devoir être un petit peu créatif, d'où l'intérêt de la téléassistance. Si on se projette dans 5 à 10 ans, on a une idée de ce que pourront faire les défibrillateurs? Est-ce qu'il y a encore des innovations, des progrès à apporter à ce secteur? Alors, ce qu'on constate, c'est que la technologie de défibrillation existe depuis très très longtemps, environ 50 ans. Et que finalement, elle a très 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 peu évolué dans le temps. Aujourd'hui, les défibrillateurs sont plus efficaces, enfin les meilleurs sont plus efficaces, mais il n'y a pas eu de progrès majeur. Peut-être qu'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de progrès majeur, mais je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, c'est que la science n'a toujours pas compris comment un défibrillateur, quelle était la source d'un arrêt cardiaque. Aujourd'hui, on ne sait pas. La seule étude qui a commencé à donner un petit peu des réponses, c'est celle qui a été faite par un professeur français qui s'appelle le professeur Marijon, qui est en poste actuellement, qui avait fait une étude aux États-Unis sur les signes avant-coureurs de l'arrêt cardiaque, mais c'était très peu conclusif. Donc aujourd'hui, je pense que les progrès vont plutôt se porter sur comment identifier plus rapidement un arrêt cardiaque et euh, comment euh, favoriser la qualité de l'intervention. Je pense qu'il y a quand même, il ne faut pas se leurrer. C'est comme tous les matériels, il y a des gammes. Euh, Comme c'est du médical, on peut difficilement communiquer dessus. Mais oui, plus des matériels qui vont vers le haut de gamme actuellement, le haut de gamme qualitatif, plus de gens formés, des matériels qui sont un petit peu plus, je dirais, versatiles, c'est-à-dire des matériels qu'on peut utiliser sur les surfaces humides, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure. Je pense que l'innovation va aller vers là. Est-ce qu'on peut imaginer que dans 10 ans ou dans quelques années, euh, il soit courant d'installer un défibrillateur chez soi comme on a un détecteur de fumée? Bon, la comparaison n'est pas forcément idéale, mais est-ce que ça sera une installation courante? C'est un vrai sujet parce que il faut savoir que 70% des arrêts cardiaques interviennent à domicile. Donc, si on veut vraiment traiter ces 50 000, c'est surtout là qu'il faut les mettre, ou enfin que le domicile ait accès à un défibrillateur. Le gros problème qu'on a avec l'arrêt cardiaque, c'est que dans la quasi-totalité des cas, une victime d'arrêt cardiaque n'a aucun signe avant-coureur. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de stress. Vous êtes en train de, comme je suis en train de vous parler, je pourrais très bien vous faire un arrêt cardiaque dans une seconde sans même que je m'en rende compte. Donc, si vous êtes tout seul dans votre appartement à ce moment-là,
Euh, vous pouvez avoir un défibrillateur, mais il faut bien que vous ayez quelqu'un qui identifie qu'il se passe quelque chose et qui prenne le défibrillateur. Un défibrillateur, ça coûte pas très très cher en réalité, même un défibrillateur de qualité. Donc, c'est pertinent d'en avoir. Le déploiement à domicile me paraît tout à fait pertinent. Il ne faut pas oublier le coût de l'entretien. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un défibrillateur est sans entretien. Il y a des fabricants qui disent que c'est du sans entretien, mais il faut quand même se poser la question un matériel qui est là pour sauver des vies, qui doit marcher dans les 3 minutes. Est-ce que vraiment on veut attendre 5 ans avant de découvrir qu'il y avait un problème? On n'adhère pas à cette politique. Euh, mais ça fait du sens, mais ce n'est pas la solution idéale, malheureusement. Si on pourrait estimer, par exemple, que les personnes âgées à domicile qui reçoivent beaucoup de temps d'auxiliaire de vie, pour ces personnes-là, on pourrait imaginer que les services d'aide à domicile puissent s'équiper de défibrillateurs, les installer chez les personnes âgées là où c'est nécessaire, là où juste que c'est nécessaire. On pourrait avoir un axe comme celui-ci. Tout à fait, et ça serait très intéressant. Il faudrait voir toutes ces associations qui supportent le maintien à domicile, comment elles pourraient s'intégrer dans un schéma comme ça. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on est adhérent à la Silver Valley, c'est pour apporter notre expertise sur ce genre de problématiques. Il y a une autre possibilité, d'ailleurs ça on l'a vécu, nous on travaille notamment avec des infirmiers libéraux, et là il y a quelques semaines, il y a un infirmier libéral en Alsace qui, alors qu'il était en train de traiter une personne à domicile, a dû traiter un arrêt cardiaque et il a sauvé la personne parce que il avait fait le choix, mais ça reste un choix individuel, il avait fait le choix de s'équiper d'un défibrillateur cardiaque. Donc, il y a plusieurs prismes, mais il faut bien garder en tête qu'il y a la victime et il faut bien qu'il y ait une autre personne qui soit en face de la victime, en capacité d'identifier l'arrêt cardiaque et de le traiter. Est-ce que, alors des questions qui me viennent, est-ce que ça existe en version portable, qu'on puisse, par exemple, je sais pas, on est un groupe d'amis, on va se balader en montagne, il peut y avoir quelqu'un qui a une difficulté. Est-ce que ça peut être portable? Et l'autre solution, je sais, bon, bref, est-ce que ça peut être portable? Oui, tout à fait. Ils sont tous portables en réalité, c'est-à-dire que les défibrillateurs les plus qualitatifs aujourd'hui, qui sont évidemment les plus volumineux, les plus lourds, rentrent sans aucune difficulté dans un sac à dos et vont peser environ 3 kilos. On a des matériels qui sont, je vais dire, qualifiés d'hyper portables, qui sont très compacts et qui sont très légers. Aujourd'hui, nous, on ne favorise pas ces matériels parce que la compacité se paye et donc vous avez moins de puissance, vous avez des technologies qui sont moins éprouvées. Donc, finalement, pour le poser de manière un petit peu brutale, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais pour donner une image claire, est-ce que vous préférez un petit défibrillateur d'1 kilo où la qualité est à un certain niveau, ou est-ce que vous préférer un défibrillateur qui sera plus volumineux, qui fait 2 kilos, et qui sera beaucoup plus efficace si on en croit les études cliniques indépendantes qui sont faites? Moi, évidemment, mon choix se portera définitivement vers la qualité. Et donc, oui, tout à fait, c'est portable. On a d'ailleurs on travaille sur des groupes de randonnée, par exemple, des groupes de personnes âgées Ah, qui vont bien sûr. partir sur des randonnées. On travaille avec des organisateurs de courses, évidemment, des trails, des ultra-trails, des choses comme ça. Euh, on travaille avec Là récemment, on a eu un groupe de personnes, de seniors qui sont partis, qui ont loué un bateau pour 15 jours. Ils ont préféré avoir un défibrillateur avec eux. Donc, c'est votre question, oui, oui, tout à fait, c'est très pertinent. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un marché pour la location ponctuelle de cet appareil? Parce que le groupe d'amis qui est parti faire du voilier, ils l'ont acheté ou ils l'ont loué pendant la période? Alors, nous, on va on va vous proposer la location parce que l'intérêt d'acheter un matériel, c'est qu'évidemment, vous possédez le matériel, mais je reviens sur la notion d'entretien, c'est-à-dire que quand vous allez acheter le matériel, c'est bien beau de l'avoir, mais encore faut-il l'entretenir. Je ne crois absolument pas au sans-entretien pour un matériel qui sert à sauver des vies. Moi, je ne veux pas avoir à attendre que le défibrillateur soit utilisé sur moi pour me poser la question, tiens, est-ce qu'il marche? Je veux qu'une personne vienne régulièrement le vérifier et me dire, eh bien, on est très confiant qu'il va marcher encore pour 1 an, par exemple. Donc, l'achat sur une location très courte durée ne fait pas de sens. Et même sur du long durée, de notre point de vue, il ne fait pas de sens.
Regardez, je vais vous poser une question. Les protocoles d'intervention évoluent évidemment, comme tous les protocoles médicaux. Les algorithmes évoluent, comme tous les algorithmes. Vous achetez un défibrillateur, vous allez le garder, je ne sais pas, 5 ans, 7 ans, 10 ans pour les plus qualitatifs. Vous n'avez pas envie qu'au bout de 5 ans, il y ait quelqu'un qui vous dise, vous savez quoi, le protocole a évolué, on va vous mettre le nouveau protocole ou on va vous mettre le nouveau logiciel. Eh bien, avec la location, en tout cas de la façon dont nous on l'a fait, nous on ne garantit pas une machine, on garantit le service rendu par la machine. Donc on va peut-être vous changer la machine quand on se rendra compte que le protocole, par exemple, pour reprendre cet exemple, a évolué. Tout à l'heure, on a vu que c'était obligatoire pour les établissements qui reçoivent du public. Est-ce que si j'organise un atelier sur l'activité physique, je réunis 10 seniors et on va faire la marche nordique, par exemple, là, je dois avoir aussi un appareil de ce style-là ou c'est parce Non, que pas dans ce cas-là? non, vous n'aurez pas d'obligation. Vous n'aurez pas d'obligation. Donc, alors, vous avez plusieurs types. Vous avez deux niveaux d'obligation. Vous avez effectivement la loi ERP dont vous venez de parler. Il y a aussi l'obligation de sécurité de résultat qui incombe à toute responsable d'une structure qui accueille des personnes et pas du public. J'ai bien dit des personnes. C'est-à-dire que moi aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, j'ai une obligation de mettre en place du matériel qui pourra traiter le risque probable de mon site. Hein. C'est le sens du document unique, par exemple, c'est le sens de toutes les politiques SSE qui ont été développées en France. Donc la question se pose de dire, si vous avez une association, vous êtes président d'une association, vous organisez des marches nordiques avec des personnes âgées, qui sont par définition des personnes à risque, est-ce que votre obligation se porte sur le défibrillateur? Il va falloir attendre d'avoir de la jurisprudence, on n'en a pas à ce jour, mais la question se pose réellement, c'est-à-dire que si effectivement, enfin c'est pas si, l'arrêt cardiaque étant la première cause de mortalité en France, et en plus, quand vous êtes avec des seniors qui vont partir faire du sport, qui pour certains n'ont peut-être pas fait du sport depuis très longtemps, qui seront motivés par la présence du groupe, par l'énergie, qui vont peut-être aller un petit peu trop loin, est-ce que votre responsabilité sera engagée ou non si vous n'avez pas de défibrillateur cardiaque? C'est pas à moi à répondre, c'est à un juge. Mais on revient à votre question précédente, 2 kilos. Ça vaut pas le coup de mettre 2 kilos dans un sac à dos quand vous avez 20 seniors et vous dire, ben, je vais peut-être en sauver un. Bien sûr. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter? La France a un système de santé extraordinaire. C'est un des pays phares du monde en termes de développement sur beaucoup de critères. Et pourtant, c'est le pays qui a le plus faible taux de survie à l'arrêt cardiaque quasiment au monde. Euh, on a un taux de panne des défibrillateurs qui, selon plusieurs enquêtes, est stratosphérique, et c'est pas positif, hein, qui est entre 30 et 60%. Et on a un des plus faibles taux de formation au premier secours de la population dans les pays d'Europe. Je pense que c'est temps de se réveiller. On a tous une responsabilité individuelle et sociale devant toutes les personnes qui nous entourent. Si chacun y met un petit peu du sien, on pourra faire monter ce taux de survie. Juste pour vous donner une idée, si on passait de 8% de taux de survie à 30%, ce qui est donc l'équivalent de nos pays frontaliers, eh bien, on aurait 15 000 victimes de moins tous les ans. Donc allons-y. Super, merci Thibaut Antoine Pelé. Je rappelle que vous êtes président de Locacker. Merci beaucoup. Merci Frédéric.